Et si le roi Arthur n'était pas seulement une légende, mais une vérité enfouie sous des siècles de terre et d'oubli? De nouvelles découvertes archéologiques sont en train de mettre au jour ce qui pourrait être la tombe du héros le plus célèbre de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, nous explorons les mystères, reliques et révélations qui pourraient réécrire l'histoire du roi Arthur. Numéro 7. La grotte qui ne devrait pas exister. Au cœur de la campagne du Hertfordshire se trouve une grotte si ancienne, si imprégnée de superstitions, que les habitants l'ont évitée pendant des générations. On chuchotait à son sujet, on la disait maudite et on mettait en garde les enfants de ne pas s'en approcher. Et, pendant longtemps, ce n'était que cela, une histoire qui circulait dans les bars et les cours d'école. Mais en 2025, cette histoire s'est littéralement dévoilée lorsqu'une équipe d'archéologues est tombée sur quelque chose à l'intérieur qui a bouleversé le monde académique, des fragments d'os humains calcinés, d'étranges marques rousses sur les murs et ce qui semblait être une chambre scellée, restée intacte pendant plus de 1000 ans. L'équipe n'était même pas là pour le roi Arthur. Ils enquêtaient sur d'anciens sites funéraires néolithiques, un travail plutôt habituel, en réalité. Mais une fois qu'ils ont commencé à fouiller cette grotte en particulier, désormais appelée Projet Avalon, ils ont compris qu'ils étaient tombés sur quelque chose de totalement différent. Sous des couches de terre, de restes animaux et d'artefacts de l'âge du bronze, ils ont découvert ce qui semblait être une seconde chambre cachée. Ce n'était pas naturel. Elle avait été scellée intentionnellement et était restée ainsi pendant plus d'un millénaire. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'une crypte, mais plus ils creusaient, plus cela devenait étrange. Des ossements calcinés reposaient soigneusement à l'intérieur de ce qui semblait être un sarcophage de pierre primitif. Des perles taillées dans des coquillages qui n'étaient plus originaires de la région depuis plus de 1000 ans. Ainsi, lors d'un parcours à travers certains de ces sites au pays de Galles et en Angleterre liés au roi Arthur, j'ai découvert la grotte du roi Arthur. Et sur les murs, faibles mais indéniables, il y avait des marques d'ocre rouge qui, examinées à la lumière ultraviolette, révélaient des motifs étrangement similaires aux symboles celtiques de protection et de résurrection. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Nous ne parlons pas d'une simple fouille archéologique. Nous parlons d'une grotte scellée avec des marques rituelles, des restes préservés par le feu et des références qui correspondent presque parfaitement aux récits médiévaux d'Arthur dormant sous terre jusqu'à ce que la Grande-Bretagne ait de nouveau besoin de lui. Et la chronologie? 5e ou 6e siècle. Exactement, à quelle époque Arthur aurait-il vécu s'il avait réellement existé? Mais c'est là que ça devient encore plus étrange. Pendant des années, le folklore a affirmé qu'Arthur n'était pas mort, qu'il avait été mortellement blessé au combat. Oui, mais au lieu de périr, il aurait été emmené dans une terre mystique appelée Avalon pour se rétablir, voire même pour dormir en stase jusqu'à ce que la Grande-Bretagne sombre dans le chaos. Certaines versions de l'histoire disent qu'Avalon était une île cachée par la brume. D'autres disent que ce n'était pas du tout une île, mais une grotte. Cette grotte en particulier avait longtemps été associée à cette histoire par les habitants. Ils l'appelaient la bouche d'Arthur, affirmant que certaines nuits, d'étranges sons résonnaient de l'intérieur. Certains disaient même qu'on pouvait entendre la respiration des chevaux ou le frottement de l'acier contre la pierre. Mais personne ne l'avait pris au sérieux jusqu'à maintenant. Ah, en réalité, c'est un passage. La docteure Fiona Lark, archéologue principale, a décrit le moment où son équipe a compris ce qu'ils étaient en train de voir. Ce n'était pas seulement les ossements, c'était tout ce qui les entourait. La façon dont la terre avait été déplacée en un motif circulaire, comme un rituel. L'étrange acoustique de la grotte qui amplifiait les pas et, surtout, la sensation que nous avions tous, comme si nous n'aurions pas dû être là. Analysons cela un instant. Les restes ont été découverts dans ce qu'on appelle un ciste de pierre, une sorte de coffre funéraire fait de balles. Ceci était courant dans les îles britanniques pendant l'âge du bronze et le début de l'âge du fer. Mais l'emplacement et l'état des os étaient inhabituels. Ils avaient été brûlés d'une manière qui préservait le collagène, essentiel pour l'analyse moderne de l'ADN, mais pas complètement incinérés comme lors d'une crémation. C'était comme si la personne qui avait enterré cet individu voulait qu'il dure indéfiniment. Et puis, il y avait les gravures. La plupart des gravures sur les murs de pierre de cette époque sont de grossières silhouettes en bâton, des formes en spirale, peut-être quelques représentations d'animaux. Mais dans cette chambre, ils ont trouvé quelque chose de différent. Numéro 6, des symboles, des runes. L'un semblait représenter une couronne, un autre une épée entourée d'éclairs. Et l'un montrait un cercle de figures entourant une forme centrale, interprétée par certains comme la table ronde. Coïncidence? Peut-être.
Mais alors est venue la surprise, un fragment brisé d'une plaque de bronze avec des inscriptions en latin, partielles, décolorées, à peine lisibles, mais une phrase ressortait, « Sur Rex Candom Rec Futurus, l'ancien et futur roi ». C'est là qu'Internet a explosé. Une fois que ce détail a fuité, les forums de conspiration, les historiens arthuriens et les archéologues de TikTok sont entrés en frénésie. S'agissait-il de la tombe littérale du roi Arthur? Avait-il trouvé l'homme derrière le mythe? Ou bien un groupe ultérieur de disciples avait-il tenté de recréer la légende en mettant en scène un enterrement censé ressembler à celui d'Arthur? Bien sûr, la communauté scientifique a appelé à la prudence. La corrélation ne signifie pas confirmation, ont-ils averti. Mais officieusement, beaucoup ont admis que le site était différent de tout ce qu'ils avaient vu jusqu'alors. La stratification culturelle, allant d'outils néolithiques à des techniques funéraires post-romaines et des graffitis médiévaux, suggérait que la grotte avait été réutilisée. Pendant des millénaires, chaque groupe semblait la considérer comme un lieu sacré, comme s'il savait qui ou quoi y était enterré. Et il y a autre chose. La grotte se trouvait près de la pierre d'Arthur, une immense structure mégalithique que l'on dit depuis longtemps liée au mythe du roi Arthur. Certains disent que la pierre a été placée là pour marquer le site d'une grande bataille, ou même le lieu de repos final d'Arthur. La pierre d'Arthur, une tombe à chambre vieille de 5000 ans en Grande-Bretagne, est en cours de fouille. La proximité des deux sites et la coïncidence du folklore amènent les gens à se demander, toute cette région du Herefordshire a-t-elle déjà été considérée comme Avalon? Il faut aussi prendre en compte le phénomène acoustique. Des tests au lidar et une cartographie sonore ont révélé que les sons à l'intérieur de la chambre résonnaient selon des motifs étranges. Une phrase murmurée près de la tombe pouvait être entendue à l'entrée. Un simple coup de corne était amplifié jusqu'à devenir quelque chose de massif et creux, comme le bruit de sabots au galop ou le fracas d'armure dans l'obscurité. Il est facile de voir comment ces sons ont pu inspirer ou renforcer le mythe des chevaliers endormis d'Arthur attendant de se réveiller. C'est ça. La légende locale ne dit pas seulement qu'Arthur dort. Elle dit qu'il dort avec ses hommes. Des escadrons entiers de chevaliers en armure, enterrés en stase sous les collines, attendant le son de la trompette, attendant l'effondrement du royaume, attendant de ressurgir. Et dans cette grotte, le premier décompte des ossements n'était pas un, 12 restes partiels sur les bords de la chambre, une sépulture complète au centre. 12 chevaliers de la table ronde, un roi. C'est alors que les choses sont passées d'intéressantes à inquiétantes. Parce que la question n'était pas seulement de savoir si c'était la tombe d'Arthur, mais que se passerait-il si on l'ouvrait? La chambre intérieure scellée reste intacte. Jusqu'à présent, les scientifiques hésitent encore à franchir la dernière barrière. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une tombe symbolique. D'autres pensent qu'elle pourrait contenir encore plus d'indices, ou pire encore, qu'elle pourrait être structurellement instable et s'effondrer si on la perturbe. Mais l'attente est sans précédent dans l'archéologie depuis des décennies. Et à l'extérieur de la grotte, c'est devenu un véritable phénomène. Les touristes envahissent le Herefordshire. Les habitants vendent des t-shirts « J'ai visité Avalon ». Mais sous l'agitation, on perçoit une tension profonde. Si les analyses confirment que les os datent du V au VIe siècle, et si l'ADN correspond à celui de quelqu'un ayant des racines celtes et une lignée du sud de la Grande-Bretagne, le monde pourrait devoir faire face à une possibilité qui n'a jamais été sérieusement envisagée. Le roi Arthur a existé et nous venons tout juste de retrouver son corps. Mais si c'est vraiment Arthur, pourquoi l'a-t-on caché? Qui a scellé la chambre? Et de quoi tentait-il de nous protéger? Numéro 5, la tombe qu'ils ont tenté d'effacer. L'idée que le roi Arthur ait existé est déjà assez controversée, mais penser que quelqu'un, il y a des siècles, l'a délibérément enterré et a effacé toute preuve, frôle l'hérésie historique. Et pourtant, c'est exactement ce que suggère cette grotte dans le Herefordshire. Après la découverte initiale des ossements calcinés et des anciennes gravures, une seconde vague de chercheurs est arrivée, historiens, cryptographes et même anthropologues judiciaires. Leur travail ne consistait pas seulement à fouiller, mais à interpréter, à poser une question terrifiante que personne n'avait osé formuler sérieusement auparavant, et si quelqu'un n'avait pas simplement enterré Arthur? Et s'il avait enterré l'idée même d'Arthur? Commençons par l'enterrement en lui-même. La plupart des rois sont enterrés avec faste, splendeur et héritage. C'était une époque très instable dans son royaume. Beaucoup de dangers. Il y avait des dangers internes. Leur tombe déborde d'autorité, bijoux, couronnes, inscriptions élaborées. Même les rois guerriers recevaient des épées, des boucliers ou des armures cérémonielles. Mais ce corps, rien. Pas de couronne, pas de nom, pas d'armes. Juste du feu.
des os brûlés, une boîte entière et des telles primitives. Ce n'était pas un véritable enterrement, c'était un effacement. Selon le professeur Ellen Ward, spécialiste des premiers rites monarchiques britanniques, cet enterrement présente toutes les caractéristiques d'un anonymat intentionnel. Celui qui a fait ça n'essayait pas d'honorer un roi. Ils essayaient de le cacher ou de nous protéger de lui. C'est une affirmation forte, et à partir de là, les choses sont devenues encore plus étranges. La datation au carbone a situé les os au début du VIe siècle, mais les restes de charbon et de céramique près du site appartenaient à des siècles complètement différents. Il ne s'agissait pas d'un seul enterrement. Plusieurs générations venaient sur ce lieu, laissant derrière elles des fragments de leur époque, leurs rituels, leurs avertissements. L'une des découvertes les plus glaçantes, une petite planche de bois carbonisé, profondément coincée derrière une fissure dans la chambre de pierre. Dessus, à peine lisible mais manifestement intentionnel, figurait un avertissement écrivant ce que les chercheurs ont ensuite identifié comme du latin vulgaire post-romain, que la couronne dorme. Ne réveille pas de l'eau. Que la couronne dorme. Ni roi, ni chef, mais couronne. Comme si Arthur n'était plus un homme, mais une force. Et non nous? Le folklore celtique associait autrefois le loup au sang, à la guerre et au châtiment divin. Ce n'était donc pas un enterrement de précaution. C'était un exorcisme. Pourquoi? Pour répondre à cela, il nous faut remonter dans le temps. Les légendes arthuriennes parlent d'une bataille finale, quand l'âne, où Arthur fut mortellement blessé. Mais les détails sont flous. Certains disent qu'il est tombé à cause d'une trahison. D'autres affirment qu'il s'est sacrifié pour empêcher une guerre civile. Cependant, ce qui reste constant, c'est qu'il n'est pas simplement mort. Il a disparu. Certains disent qu'il a été emmené à Avalon. D'autres affirment qu'il a été scellé. Et maintenant, pour la première fois de l'histoire, nous pourrions être en train de regarder ce saut en face. Mais qui l'a scellé? Eh bien, c'est là que les choses prennent une tournure sinistre. Plusieurs artefacts découverts près de la grotte présentent des symboles associés à des sectes chrétiennes subromaines. Alors, qu'est-ce que tu pourrais trouver dans la grotte? Numéro 4. Des artefacts préhistoriques. Des groupes qui ont émergé en Bretagne après la chute de la domination romaine, mais avant la christianisation complète de l'île. Ces groupes se sont retrouvés pris dans un tiraillement culturel, entre rituels païens et christianisme en pleine expansion. Et beaucoup voyaient Arthur non pas comme un héros, mais comme un blasphémateur. Selon d'anciennes polémiques chrétiennes, Arthur était trop proche des anciens dieux, la magie de Merlin, les fées, les épées sacrées et les sorts d'endormissement. Certaines sectes marginales ont même affirmé qu'Arthur avait conclu des pactes avec des esprits, combattus sous une bannière druidique ou utilisé des rituels interdits lors des batailles. Pour eux, Arthur n'était pas un sauveur, c'était un péché qui devait être effacé de l'histoire. Et si ces sectes ne s'étaient pas contentées de le rejeter, mais l'avaient enterré, au sens propre comme au figuré? Cela a du sens si l'on considère la région. Le Herefordshire n'a pas toujours été la paisible campagne que nous connaissons aujourd'hui. Au VIe siècle, c'était une ligne de front entre l'ordre romain déclinant et la résurgence tribale. C'était une zone de guerre, tant sur le plan politique que spirituel. Et enterrer une figure comme Arthur dans une grotte, la sceller par le feu puis envoyer un avertissement à travers les générations, cela ressemble à une opération de limitation des dégâts. Mais voici la partie la plus difficile à expliquer. Beaucoup de villageois de la région, pas des passionnés d'Internet, mais des anciens du coin, ont transmis des légendes zoar étrangement cohérentes, non seulement sur Arthur dormant dans une grotte. Donc aujourd'hui, je pars à la recherche de la grotte du roi Arthur, mais aussi de prêtres et de personnages en toge qui célébraient des rites de clôture lors d'une nuit sans étoiles, il y a bien longtemps. Certains récits parlent même d'un prêtre de pierre qui a scellé la tombe et juré que personne ne l'ouvrirait avant que le ciel ne redevienne rouge. Et c'est ce qui s'est passé. Au début de 2025, la même semaine où l'équipe a découvert la chambre, une aurore boréale rouge s'en a éliminé le siècle dans plusieurs régions du Royaume-Uni. Un événement inhabituel, certes, mais pour les croyants, ce n'était pas qu'un joli spectacle de lumière. C'était un signe. L'ancien ciel était revenu. Le sceau avait été brisé. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être qu'il ne s'agissait pas seulement d'un cimetière. Peut-être que c'était une chambre de confinement. L'archéologue Nick Overton a remarqué quelque chose d'étrange dans la géométrie de la grotte. La grotte. La chambre n'était pas conçue pour la visibilité. Elle était conçue pour les sons. Placée au centre de la pièce,
Chaque murmure rebondissait et résonnait jusqu'à ressembler à un chant. Si quelqu'un était enterré vivant ou plongé dans un sommeil magique, la dernière chose qu'il entendrait serait mille voix l'entourant, le scellant dans le silence. Et beaucoup des symboles correspondaient à d'anciennes villes celtes signifiant lia, protection et piège à âme. Ce n'étaient pas des monuments commémoratifs, c'étaient des protections. Mais le plus grand signal d'alerte ne se trouvait pas à l'intérieur de la grotte. C'était ce qui n'était pas là. Il n'y avait ni pilleurs, ni traces de troubles médiévaux. Il n'y avait aucun registre de pèlerins religieux profanant l'endroit, malgré son lien avec l'une des figures les plus célèbres de la légende britannique. C'était comme si le monde entier avait oublié son existence. Et c'est là le rebondissement final de ce chapitre. Car au XIIe siècle, Geoffrey de Monmouth a écrit sur l'enterrement d'Arthur à Haguenau, mais il n'a jamais mentionné de grotte ni le Herefordshire. Alors, comment la légende a-t-elle survécu? Parce qu'elle n'était pas censée survivre. Et si cela avait été intentionnellement dissimulé? Une décision des premiers dirigeants chrétiens ou de rois rivaux d'effacer le lieu de sépulture d'Arthur des cartes, des livres et de la mémoire? Construire de nouvelles églises, créer de nouveaux saints et enterrer les anciennes coutumes sous des couches de doctrine et de poussière. Arthur n'était pas seulement un homme, il représentait une menace pour le dogme, l'ordre, le contrôle. Numéro 3, un symbole de résistance enveloppé de magie. Et si jamais on le retrouvait, si l'on prouvait que son histoire était vraie, cela pourrait déclencher une révolution dans notre compréhension de l'identité britannique moderne, ébranlant les fondements mêmes de la façon dont nous concevons notre histoire ancestrale. Ce qui nous ramène inévitablement au présent, où la preuve physique repose devant nous, indéniable et provocatrice. Les ossements de la grotte sont indéniablement réels, chaque fragment étant un témoignage silencieux du passé. Les gravures, méticuleusement préservées dans la pierre ancienne, sont authentiques. Les avertissements gravés sur les murs, la géométrie précise de la chambre, le voile de secret qui a persisté pendant des siècles, tout cela est tangible et vérifiable. Mais la question qui résonne dans les couloirs académiques, était-ce vraiment Arthur? La réponse pourrait être sur le point d'être révélée dans les laboratoires d'ADN les plus avancés du pays. Des échantillons soigneusement prélevés sur les os, extraordinairement riches en collagène et étonnamment bien préservés, ont été envoyés aux centres de recherche génétique les plus prestigieux du Royaume-Uni. Si les résultats révèlent une concordance avec l'ancien lignage celte du sud de la Grande-Bretagne et que la datation coïncide précisément avec la période historique en question, nous pourrions être face à une découverte qui révolutionnerait notre compréhension de l'histoire médiévale britannique. Et même si les résultats ne s'avéraient pas définitivement concluants, l'importance de la découverte resterait intacte. L'idée, tel un génie libéré de sa lampe, ne peut désormais plus être contenue. La grotte, scellée pendant des siècles par des mains créatives ou révérencieuses, a finalement été rouverte. L'histoire, longtemps enfouie sous des couches de mythes et de mystères, a émergé à la lumière du jour. La tombe que des générations ont tenté d'effacer de la mémoire collective se trouve désormais sous le regard scrutateur du monde entier. Mais peut-être posons-nous les mauvaises questions. Et si le roi Arthur n'avait jamais été destiné à être découvert parce qu'en réalité, il n'a jamais vraiment été enterré? Et si sa présence dans cette grotte n'était pas simplement un vestige du passé, mais un avertissement prophétique pour les générations à venir, une manifestation physique du légendaire Rex Condam, Rex que Futurus, le roi qui fut et qui sera? Réfléchissons à la nature des légendes. La plupart s'estompent progressivement dans la brume du temps, devenant guère plus que des histoires divertissantes à raconter au coin du feu, des contes pour endormir les enfants, des fragments de sagesse ancienne qui nous aident à comprendre nos origines culturelles. Cependant, de temps à autre, une légende fait preuve d'une résistance extraordinaire, d'un refus obstiné d'être reléguée à l'oubli. Elle s'infiltre de façon persistante dans le folklore local, ressurgit avec une vitalité renouvelée dans les mythes régionaux, se manifeste à travers des coïncidences si étonnantes qu'elles défient toute explication rationnelle. Et si les événements récents dans le Herefordshire sont révélateurs de quoi que ce soit, c'est que cette légende en particulier a littéralement réussi à se frayer un chemin à travers la terre elle-même, exigeant d'être reconnue et examinée. Les restes osseux, désormais conservés dans un laboratoire ultra sécurisé, attendent de révéler leurs secrets. Les analyses sophistiquées d'ADN avancent méticuleusement. L'examen minutieux au radiocarbone est sur le point d'être achevé. Cependant, la preuve la plus significative pourrait ne pas résider dans les données scientifiques, aussi révélatrices soient-elles. La clé fondamentale réside dans une idée qui hante l'imaginaire britannique depuis d'innombrables générations: Arthur dépasse la simple catégorie de figure historique.
Il n'est pas seulement un nom tiré des anciennes chroniques, mais un symbole vivant qui pointe vers l'avenir. Tournons maintenant notre attention vers cette énigmatique inscription latine, gravée avec détermination sur la plaque de bronze découverte dans les profondeurs de la grotte, une inscription dont la signification a laissé perplexes même les archéologues les plus chevronnés. Nous nous trouvons devant l'entrée de la grotte où, selon les preuves, le corps du légendaire Arthur aurait été déposé pour la première fois. Numéro 2, Rex condam rec futurus, l'ancien et futur roi. Cette phrase n'est pas seulement poétique, elle est prophétique. Elle suggère qu'Arthur n'était pas seulement un héros qui a régné autrefois, mais qu'il reviendra régner. C'est là le cœur du mythe arthurien. Il n'est pas mort, il dort, attendant que la Grande-Bretagne sombre dans l'obscurité pour pouvoir revenir. Maintenant, faisons une pause. Réfléchis à ce moment. Tension mondiale, division politique, bouleversement technologique, catastrophe climatique, effondrement des institutions. Pour une légende comme Arthur, c'est exactement le genre de monde dans lequel il reviendrait. Cela pourrait expliquer pourquoi la grotte s'est ouverte maintenant. Pourquoi la tombe, scellée pendant des siècles, a finalement été perturbée, non pas par accident, mais délibérément. Parlons de science une seconde. Lorsque les os ont été datés au carbone, les premiers résultats les situaient entre 450 et 550 après Jésus-Christ, exactement à la période charnière où un chef de guerre nommé Arthur aurait pu exister, non pas comme un roi en armure étincelante, mais comme une figure militaire post-romaine unissant les tribus britanniques contre les envahisseurs saxons. Plusieurs personnages de cette époque correspondent à certains aspects de l'histoire d'Arthur, Ambrosius, Aurelianus Riotamus, Mucius Sartorius Castus. Mais aucun ne correspondait parfaitement. Jusqu'à maintenant. Parce que les os n'appartenaient pas à un Romain. L'analyse isotopique a révélé quelque chose d'incroyable. Cet individu était originaire du sud de la Grande-Bretagne, élevé près de la région du Wessex. Il consommait un régime riche en poissons d'eau douce et en culture de l'intérieur. Et voici le truc, ses blessures correspondaient à celles d'un guerrier aguerri au combat. Fracture du cubitus, tension, lésion au genou, blessure par arme blanche cicatrisée. Tout collait. Mais la plus grande surprise est venue de l'ADN mitochondrial. Ce marqueur génétique, transmis par la lignée maternelle, correspondait à un haplogroupe celte connu, lié à des individus de haut rang de la première histoire britannique. Cela signifie que cette personne n'était pas n'importe qui. Elle appartenait probablement à la noblesse. En d'autres termes, les ossements de la grotte appartenaient à un noble guerrier britannique du VIe siècle qui avait subi de multiples blessures de guerre. Il a été enterré dans une tombe scellée avec des marques rituelles, dont la légende correspond à l'un des mythes les plus puissants de l'histoire occidentale. Tu te dis sans doute, d'accord, mais c'était peut-être juste un chef local. Peut-être que la légende d'Arthur s'est inspirée de quelqu'un comme lui, mais pas de cet homme en particulier. Exactement. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant digne de la science-fiction. Un deuxième ensemble de restes, auparavant négligés, a été exhumé à l'autre extrémité de la chambre. Il ne s'agissait pas d'un corps complet, mais d'un fragment de crâne et d'une section de la cage thoracique. L'équipe a failli l'ignorer, pensant qu'il s'agissait d'un os d'animal. Mais l'analyse du collagène a révélé une correspondance avec l'ADN du corps principal. Ils étaient apparentés, plus précisément père et fils. Cela change tout, car si l'homme au centre de la tombe était un chef, son fils aurait pu être un écuyer et lui, un compagnon d'armes. Ou, selon certaines théories, la raison pour laquelle il a été enterré avec tant de soin dès le départ. Peut-être qu'il ne faisait pas que cacher le père, mais qu'il le protégeait. Peut-être qu'il n'enterrait pas un cadavre, mais qu'il simulait un retour. Voici ce qu'a déclaré l'un des principaux généticiens. Officieusement, nous n'avons pas seulement trouvé un corps, nous avons trouvé une lignée royale traçable liée à la formation précoce de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas une légende, c'est de l'histoire. Et maintenant, l'attention se tourne vers l'avenir. Car s'il s'agit d'Arthur ou même de quelqu'un d'assez proche pour avoir inspiré le mythe, la question est « qui sont ses descendants ?» Se pourrait-il que quelqu'un vivant aujourd'hui porte l'ADN de l'ancien et futur roi? Des groupes de généalogie conquittent déjà des bases de données. Des personnes de tout le Royaume-Uni et même des États-Unis envoient des échantillons pour les comparer. Numéro 1. Profil ADN du VIe siècle provenant de la tombe. Imaginez ce que cela signifierait, que la lignée d'Arthur n'est jamais morte, mais qu'elle a perduré à travers les siècles, coulant silencieusement dans les veines de générations de Britanniques, qu'il a marché parmi nous, caché à la vue de tous, se mêlant à la banalité de la vie moderne.
Ce n'étaient pas des rois couronnés ni des guerriers en armure étincelante, mais des gens ordinaires, chacun portant inconsciemment en lui une étincelle de cette ancienne noblesse. Des personnes qui, dans des moments cruciaux, pourraient découvrir en elles une force et un courage dont elles ignoraient même l'existence. Mais il existe une autre théorie, bien plus énigmatique et troublante, qu'Arthur ne nous attend pas passivement, qu'il guette, suspendu entre les mondes, la manifestation d'un signe précis, l'accomplissement d'une ancienne prophétie. Les légendes celtiques, transmises de génération en génération, parlent d'un ciel teinté de carmin qui annoncerait son retour. Et justement en 2025, une tempête géomagnétique d'une intensité sans précédent a illuminé le ciel britannique d'une spectaculaire aurore boréale, qui a même atteint les cieux du Hertfordshire, un phénomène extraordinaire pour ces latitudes. Les habitants locaux, bouleversés par son intensité et sa couleur sang, l'ont baptisé l'horreur de sang. Les images du phénomène se sont propagées comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et les forums dédiés aux théories alternatives ont été inondés de spéculations fébriles. Et alors, comme si le cosmos avait orchestré une synchronisation parfaite, la grotte fut découverte. Même les chercheurs les plus sceptiques n'ont pas pu ignorer la troublante coïncidence temporelle. Pendant les veillées nocturnes sur le site archéologique, des événements inexplicables commencèrent à se produire. Un archéologue chevronné, connu pour sa méthodologie rigoureuse et son scepticisme scientifique, a rapporté avoir distinctement entendu le son métallique d'une épée frappant la pierre, résonnant dans les profondeurs de la caverne. Un autre membre de l'équipe, pendant son tour de garde, affirma avoir perçu les notes lointaines, mais inconfondables, d'un corps de guerre, résonnant dans le calme de l'aube, précisément à 3 heures, l'heure à laquelle les anciens Celtes croyaient que le voile entre les mondes devenait plus mince. Malgré des recherches exhaustives, aucune source naturelle ou artificielle n'a pu expliquer ces sons mystérieux. La présence d'autres monarques gallois dans l'histoire, comme le légendaire Moloin, ainsi que les menaces constantes d'invasion étrangères au fil des siècles, ont rendu impératif de garder la découverte de la sépulture dans le plus grand secret. Cependant, les expériences inexpliquées ont conduit à la suspension de toutes les activités nocturnes sur le site. Les habitants de la région, dépositaires d'anciennes traditions, ont averti l'équipe archéologique avec un mélange d'humour nerveux et de réelle inquiétude au sujet de la légendaire chasse sauvage. Selon les croyances locales, transmises à travers d'innombrables générations, une procession spectrale de cavaliers fantomatiques émerge des profondeurs de la terre lorsque le sommeil éternel d'Arthur est troublé. La légende dit que si l'on prononce son nom au mauvais endroit ou si l'on souffle dans un corps sur sa tombe, il se réveille. Ça ressemble à un conte fantastique, mais toute cette histoire l'est aussi. Nous voilà ici, des ossements dans une grotte. Les résultats ADN indiquent un véritable guerrier britannique du VIe siècle. Une chambre cachée avec 13 corps et des phénomènes acoustiques que personne ne peut expliquer. Ça ressemble à un conte de fées, sauf que c'est réel et que tout mène à un seul. Et si Arthur n'était pas un homme, mais un symbole, une figure récurrente qui revient non pas en chair, mais en esprit. L'histoire nous dit que lorsque les nations sont confrontées à l'effondrement, elles se tournent vers le mythe. Rome avait Romulus. La France avait Charlemagne. La Grande-Bretagne avait Arthur. Et peut-être que c'est encore le cas, car dans le laboratoire où reposent maintenant les ossements, il y a un artefact encore scellé. Il est en bronze, d'une taille à peu près équivalente à celle d'un parchemin. Les radiographies montrent qu'il est creux. Certains pensent qu'il s'agit d'un tube destiné à transporter un message, une déclaration, un sortilège ou une prophétie. L'équipe prévoit de l'ouvrir bientôt, avec précaution et sous contrôle. Mais certains les exhortent à s'arrêter, à attendre, à écouter. Et si ce parchemin n'était pas pour nous? Et s'il était pour lui, pour le roi qui fut et qui sera? Une ultime épreuve, une dernière clé ou un dernier avertissement. L'histoire du roi Arthur n'a jamais vraiment parlé d'épée ni de couronne. Elle a toujours parlé d'espoir. Que lorsque le monde semblera plus sombre, quelqu'un se lèvera. Qu'il s'agisse d'un chef, d'une légende ou de quelque chose de bien plus mystérieux, cela reste à voir. Mais en 2025, une grotte dans le Hertfordshire nous a obligés à nous demander, et si Arthur n'était pas qu'une simple histoire? On se retrouve dans la prochaine vidéo.